¿Soñarán las aguas? Esta es una pregunta que no puede ser respondida por los hidrólogos ni por los psicoanalistas. Tampoco los alquimistas ni los adivinos podrán responderla. Ni siquiera los filósofos de la naturaleza o los místicos religiosos darán con la respuesta. Tal vez, solo tal vez, puedan aproximarse a ella los poetas o los cosmólogos, pero con más probabilidad estarán más cerca de contestarla a los niños. Y si las aguas sueñan, ¿qué sueñan? ¿Cómo sueñan? ¿Sueñan más las aguas mansas o sueñan más las aguas agitadas? ¿Las aguas mansas sueñan sueños mansos y las aguas agitadas sueñan sueños turbulentos? ¿Serán diferentes los sueños de los arroyos y los sueños de los ríos? ¿Y qué hay de los sueños de los mares? ¿Cómo son? ¿Son más profundos que los de las aguas superficiales de las lagunas? ¿Serán dulces los sueños de las aguas dulces y salados los de las aguas saladas? ¿Las aguas sueñan con algas, peces, moluscos y todas las demás criaturas que albergan? ¿O también imaginan en sus sueños seres fantásticos que no existen, como las sirenas o los ictiocentauros? Lo que importa, en cualquier caso, es que los sueños que sueñan las aguas son reales, muy reales. Incluso alguien podrá decir que son lo más real. Lo cierto es que podemos atrapar esos sueños mediante la imaginación material, y esa imaginación la podemos activar y entregarnos a su despliegue. Eso sucede cuando estamos frente a las aguas, inactivos, en silencio, en estado de ensueño, y si nos dejamos llevar por la contemplación, sin prisa alguna. L'imagination matérielle de l'eau est un type particulier d'imagination. L'eau est aussi un type de destin, non plus seulement le vain destin des images fuyantes, le vain destin d'un rêve qui ne s'achève pas, mais un destin essentiel qui métamorphose sans cesse la substance de l'être. On ne se baigne pas deux fois dans un même fleuve, parce que, déjà, dans sa profondeur, l'être humain a le destin de l'eau qui coule. L'eau est vraiment l'élément transitoire. Il est la métamorphose ontologique essentielle entre le feu et la terre. L'être voué à l'eau est un être en vertige. Il meurt à chaque minute, sans cesse quelque chose de sa substance s'écroule. La mort quotidienne n'est pas la mort exubérante du feu qui perce le ciel de ses flèches. La mort quotidienne est la mort de l'eau. L'eau coule toujours, l'eau tombe toujours, elle finit toujours en sa mort horizontale. La mort de l'eau est plus songeuse que la mort de la terre. La peine de l'eau est infinie.
En rêvant près de la rivière, j'ai voué mon imagination à l'eau verte et claire, à l'eau qui verdit les prés. Je ne puis m'asseoir près d'un ruisseau sans tomber dans une rêverie profonde, sans revoir mon bonheur. Il n'est pas nécessaire que ce soit le ruisseau de chez nous, l'eau de chez nous. L'eau anonyme, c'est tous mes secrets. Le même souvenir sort de toutes les fontaines. Une goutte d'eau puissante suffit pour créer un monde et pour dissoudre la nuit. Pour rêver la puissance, il n'est besoin que d'une goutte imaginée en profondeur. L'eau ainsi dynamisée est un germe. Elle donne à la vie un essor inépuisable. Quand nous aurons compris que toute combinaison des éléments matériels est, pour l'inconscient, un mariage, nous pourrons rendre compte du caractère presque toujours féminin attribué à l'eau par l'imagination naïve et par l'imagination poétique. Nous verrons aussi la profonde maternité des eaux. L'eau gonfle les germes et fait jaillir les sources. L'eau est une matière qu'on voit partout naître et croître. La source est une naissance irrésistible, une naissance continue. De si grandes images marquent à jamais l'inconscient qui les aime. Elles suscitent des rêveries sans fin. L'eau est l'objet d'une des plus grandes valorisations de la pensée humaine, la valorisation de la pureté. Que serait l'idée de pureté sans l'image d'une eau limpide et claire, sans ce beau pléonasme qui nous parle d'une eau pure? L'eau accueille toutes les images de la pureté. Le langage des eaux est une réalité poétique directe, que les ruisseaux et les fleuves sonorisent avec une étrange fidélité les paysages muets, que les eaux bruissantes apprennent aux oiseaux et aux hommes à chanter, à parler, à redire, et qu'il y a en somme continuité entre la parole de l'eau et la parole humaine.
L'imagination n'est pas, comme le suggère l'étymologie, la faculté de former des images de la réalité. Elle est la faculté de former des images qui dépassent la réalité, qui chantent la réalité. Elle est une faculté de surhumanité. Un homme est un homme dans la proportion où il est un surhomme. On doit définir un homme par l'ensemble des tendances qui le poussent à dépasser l'humaine condition. Une psychologie de l'esprit en action est automatiquement la psychologie d'un esprit exceptionnel, la psychologie d'un esprit que tente l'exception. L'image nouvelle, greffée sur une image ancienne. L'imagination invente plus que des choses et des drames. Elle invente de la vie nouvelle, elle invente de l'esprit nouveau. Elle ouvre des yeux qui ont des types nouveaux de vision. Elle verra si elle a des visions. Elle aura des visions si elle s'éduque avec des rêveries avant de s'éduquer avec des expériences, si les expériences viennent ensuite comme des preuves de ces rêveries.